bonsoir, merci d'être là. En live, petit live, mais peut-être il y aura un petit peu plus de monde après. Et en différé aussi, pour ceux qui regardent en différé, bienvenue dans l'émission Culture J dédiée à la culture, l'actualité culturelle. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors, petite écharpe parce que petit mal de gorge, mais tout va bien. Je vais tenir le coup, c'est clair. Contente de vous retrouver et de vous parler de culture, d'actualité culturelle. Et j'essaie de rapprocher un petit peu mon micro comme ça. Et hello, je sais jamais trop comment on prononce, mais merci d'être de nouveau là parce que ça fait, je crois que tu étais déjà passé par là quelques fois et ça me fait plaisir de te revoir. J'espère que tu vas bien. Comme je disais, on va parler culture, actualité culturelle. Et comme d'habitude, j'ai lu Extra. Oui, tout simplement. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était assez simple en fait. Je sais pas, je vais me compliquer la chose à chaque fois, mais en fait, c'est tout simple. J'ai lu des articles, de journaux, de revues, de sites internet. J'ai pas mal potassé et j'ai trouvé des choses intéressantes à vous relater ce soir. Donc j'en profite pour vous les partager. Alors, je vais faire une petite revue de presse. Et dans cette revue de presse, on va parler de quoi? On va parler de Jane Goodall, qui est une femme qui a 86 ans, je crois, et qui est surtout une femme scientifique, passionnée des animaux. Et c'était la première à démontrer que les animaux pouvaient être intelligents. Grâce à quoi? Grâce à une méthode un peu, peu conventionnelle pour l'époque et aussi pour le milieu scientifique. De quoi? Des chimpanzés, et oui. Et il y a une interview d'elle dans La Croix qui est vraiment plutôt pas mal. Et on verra qu'il existe aussi un podcast sur elle qui est juste trop génial. Donc on en écoutera quelques extraits. On va aussi parler de quoi? D'une expo du Louvre. Hello Caronix, merci d'être là. Ce soir, comme toujours, c'est trop sympa. On va parler d'une expo du Louvre qui est quoi? Qui est le reflet, enfin au début. Mais oui, mais parce que tu t'absentes aussi, toujours pour manger aussi, mais c'est déjà trop bien que tu sois là quelque temps. On va parler d'une expo au Louvre. Qui est le reflet de 100 ans de liens franco-grecs et qui revient sur la naissance de quoi? Attention, du philhellénisme au 19e. Ah, qu'est-ce que c'est? On verra ce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre et Libé nous en parle très bien dans un article qui date d'il y a quelques jours. Mais c'est assez intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses sur la Grèce, tout ça. Je connaissais pas du tout son histoire et c'est plutôt pas mal. Et Marie-Valentine, merci d'être là. Bonsoir. Mais trop de gens que je revois, mais c'est trop bien de vous revoir. Si on a le temps, je vous parlerai de quoi? De cette flopée de livres qui sortent aux États-Unis sur Trump et sur le mandat Trump. Alors même si ce ne sont pas des livres informatifs parce que ce sont des anciens témoignages, des avis et que les avis ne sont pas des informations, quand même ça nous donne une idée du mood d'alors. C'est un mood pas très funky, mais on s'en doutait déjà. Je vous présenterai aussi ce magazine, il est vachement bien. Je l'ai reçu un peu au CDI comme ça, en mode... on t'offre un numéro pour que tu le découvres, mais en fait vachement bien ce magazine Sportine consacré au sport. Et il y a un article qui est vraiment, mais c'est même plus qu'un article, c'est un dossier qui est vraiment top sur le marathon. Hier c'était le marathon de Paris. Donc là il y a un dossier qui en parle du marathon, l'histoire, les femmes et le marathon, les marathoniens de légende. C'est trop passionnant. Caronix, Caronix, pour ceux qui peut-être suivent un peu, galère beaucoup avec son job et t'étais dans une boîte juste horrible, faut le savoir. Et un entretien se vendrait pour un job, mais là on va croiser les doigts et on verra, je suis pas le seul sur le coup. Allez, on y croit et t'as la motivation, en tout cas c'est assez hallucinant, donc on croit en toi et puis tu fais ce que tu peux et voilà. Mais on suit aussi, je galère pas, pas horrible. Oui, voilà, mais... Quand même, c'était une ambiance pas terrible, quand même. Donc, c'est pas forcément... Je bossais, voilà, quoi. Oui, mais après, il y a des... T'étais pas forcément dans une super entreprise, vu ce que tu nous as raconté, donc... c'est pas... il faut rebondir et c'est pas donné à tout le monde. Des fois, on n'a pas ni l'énergie, ni l'envie, quand on se fait un peu conjuguer comme ça. Bref. Et puis, conseil culturel, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? De livres qui traitent... notamment du cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est Octobre Rose, c'est le mois dédié à la prévention du cancer du sein et c'est important d'en parler. Il faut savoir que je crois que c'est une femme sur 5 qui va être atteinte du cancer du sein dans sa vie et la littérature de jeunesse, dont je suis carrément friande, s'empare de ces thèmes-là et je vais vous présenter 2 livres qui évoquent cette maladie et je trouve que c'est bien d'en parler et ce sont des livres qui sont très différents mais qui sont marquants, donc
vous en parlerai à la fin, mais c'est bien d'en parler. On part dans l'actu, mais merci d'être là, c'est cool. La fille qui répète toujours ça, mais je suis trop contente. Je prends mes notes, qui sont quand même des notes vite fait, parce qu'on est lundi, et que le lundi, c'est voilà, boulot, et c'est un peu l'impro, mais bref. Coucou Swanette, merci d'être là. J'avais énoncé le programme, mais comme c'est très long, je viens de finir, je pars dans l'actu, et on va parler d'abord de Jane Goodall. Allons-y tout de suite. Jane Goodall, l'intro c'est du chaos. Tout va être chaos aujourd'hui, je préviens, tout va être chaos, tout va être impro. Peut-être que je vais perdre ma voix parce qu'on est sur un petit mal de gorge qui fait du bien, qui fait du mal plutôt, donc on va essayer de ménager un petit peu la voix. Oui, je vais vous parler de Jane Goodall. Alors, peut-être vous la connaissez de nom, parce que c'est une figure, là, nous dit la croix, une figure emblématique de la protection de l'environnement, et elle est connue notamment pour avoir... fait des travaux scientifiques sur les chimpanzés et c'est une des premières femmes, et quelle femme, à avoir démontré que les animaux pouvaient être intelligents, que les chimpanzés pouvaient être intelligents. Et alors qu'à l'époque, elle a 87 ans aujourd'hui, alors qu'à l'époque, démontrer ça dans un milieu scientifique dont elle ne faisait pas du tout partie, en plus c'était une femme, voilà, c'était vraiment, il fallait le faire. Et vous allez voir que son histoire, elle est quand même assez incroyable. Je peux pas vous montrer l'article du journal La Croix en entier parce que j'ai toujours des problèmes pour scroller mon tel. Il faut vraiment que je résolve le problème à l'occasion. Mais j'ai un petit extrait voilà, qui va illustrer mes propos. C'est issu du magazine La Croix. Et franchement, super interview de Jane Goodall. La voici. Et quelle femme. Et j'admire comme ça des portraits de femmes comme ça. Ça m'inspire, ça m'émeut en quelque sorte. Mais bref. 87 ans, elle a Jane Goodall. Et c'est une figure emblématique de la protection de l'environnement. Elle continue encore et encore à lutter pour la protection de l'environnement. On sait que ça va pas terrible. Et surtout, j'entendais à la radio, là, en rentrant, que, en fait, voilà, le Covid, il y avait plein de choses tellement négatives, mais mine de rien, la planète, voilà, c'était un petit peu, voilà, la situation s'était quelque peu améliorée pendant le Covid, et là, ça repart de plus belle dans les choses dramatiques. Donc, la vie d'après le Covid peut être encore pire que la vie d'avant. C'est possible. Mais on va y rester optimiste et Jane Goodall est très très optimiste. Qu'est-ce que ça nous dit aussi dans cet article ? Ben oui, en 1960, ça date, cette passionnée d'animaux s'en allait bien loin de son Angleterre natale, crapahutée dans la jungle de Tanzanie. Mais quel parcours ! Elle a 20 ans et quelques en fait, et c'est ce qui est dit dans l'interview, elle décide d'y aller. Et personne n'y croit, il y a juste sa mère qui dit « Moi je crois en toi ma fille, vas-y, je te pousse à faire ça ». Elle est allée toute seule en Tanzanie pour étudier les chimpanzés farouches, nous dit la Croix. Il faut savoir qu'à la base, elle était seulement formée au secrétariat, donc rien à voir. Par contre, elle était passionnée de science et elle a décidé de suivre son instinct. Elle est allée. C'est une femme badass par excellence. Jen en plus, mais oui, meilleure fanfare chez chimpanzé. Ben oui, c'est vrai. Finalement, ça va bien ensemble. Elle bouleversa les certitudes scientifiques, elle va nous le dire dans l'interview, de l'époque, en montrant que les chimpanzés, eux aussi, fabriquaient des outils qui étaient carrément intelligents. Coup de tonnerre dans la définition de l'humain, rien que ça, nous dit l'article de la Croix. Et maintenant, elle a fondé un institut, le Jane Goodall Institute, merci pour l'accent, et elle porte ce message dans le monde entier, voilà, le fait que tous les êtres vivants sont interdépendants. Elle a une mission qui est alertée sur la menace environnementale, qui nous concerne tous, on le sait, mais il n'y a rien qui se passe, au niveau même politique, au niveau, voilà, parce que nous on peut faire à notre petite échelle, mais il faut que ça bouge au niveau international aussi. C'est sûr qu'on peut pas non plus lutter avec nos petits moyens, nos petits efforts, voilà, il faut aller au-delà. Quel accent, bac plus 5 anglais? Merci, carrément pas. Que nous dit l'interview? Alors oui, elle reste pleine d'espoir. Et son livre, c'est son dernier ouvrage qui vient de paraître, le livre de l'espoir. Voilà, on parle d'espoir. Pourquoi l'espoir reste de mise? Et en fait, elle parle de ça et je trouve que c'est assez émouvant parce qu'elle parle de son histoire perso. Forcément, elle est âgée de 87 ans, donc elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et elle a dit, voilà, longtemps la Grande-Bretagne a été seule contre l'Allemagne. Alors elle cite Churchill qui a su encourager le peuple britannique à penser qu'ils allaient survivre,
d'une manière ou d'une autre, et qu'il avait, voilà, Churchill était aussi connu pour ses discours, et dans son célèbre discours, il a dit « Nous allons les combattre sur les plages, nous allons les combattre dans les champs et dans les villes ». Et après, il a dit en aparté, c'est ça qui est drôle, « Je vais les combattre avec des tessons de bouteille parce que Bloody Hell, nom d'une pipe, c'est tout ce qu'on a ». En gros, c'est un peu le côté on y va, on fait que ce qu'on a, mais on peut le faire. Et du coup, pour ça, elle garde espoir. Donc, ouais, c'est assez mouvant du fait qu'elle parle un peu de son enfance, de ce qu'elle a connu aussi avec la guerre et tout. Et on peut le comprendre, parce qu'elle a de quoi comparer. Alors, on comparait, c'est vrai, la dernière fois, c'est Caronix qui disait, là, on a tendance en ce moment, bon, alors sans rentrer dans la polémique, il y en a certains qui comparent voilà, la situation avec la Seconde Guerre mondiale, l'étoile jaune qui est, voilà, sur les antivax et tout. Non, hein, quand t'as pas vécu la chose, on peut pas comparer. Elle peut en parler. À sa mort, 26 ans, elle est partie dans la jungle tanzanienne. Ben oui, c'est assez dingue, observer les chimpanzés. Et en fait, elle en rêvait depuis ses 10 ans. Donc c'est quelque chose qui lui trottait dans la tête, mais encore, voilà, on a des rêves parfois, mais c'est un peu compliqué de les réaliser. En tout cas, sa mère l'a soutenue, et c'est peut-être grâce à sa mère que finalement, elle y est allée. Et les gens lui ont dit voilà, que c'était dangereux, que les chimpanzés sont 8 fois plus forts que nous, les êtres humains. Mais elle avait déjà ce sentiment qu'en fait les chimpanzés allaient l'accepter. Et elle disait, voilà, je pensais que si je n'avais pas peur d'eux et que si je ne les effrayais pas, ils ne me feraient pas de mal. Et finalement, il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans. C'est que elle est allée là en pensant ça, et elle a en quelque sorte un peu apprivoisé les chimpanzés, un peu comme le Petit Prince, le renard, mais c'est vraiment ça. Et voilà, la méthode un peu couée aussi, en se disant, en se convainquant que, voilà, en leur faisant confiance, en y allant doucement, elle pouvait les apprivoiser, et ça a marché. Ça a marché. Et c'était une jeune femme sans diplôme scientifique, c'est ce que nous dit l'interview, donc c'est vraiment dingue. Et elle observait du coup les animaux comme elle avait toujours fait, c'est-à-dire avec sa propre méthode, sachant que quand on fait des recherches scientifiques, il y a une méthode bien cadrée, voilà, on doit suivre un cadrage, hein, ça se fait pas comme ça les études scientifiques. Mais elle y allait un peu en mode impro, je bricole comme je peux, c'est autodidacte, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors les scientifiques m'ont dit que les animaux n'avaient pas de personnalité ni d'émotion, c'est ce que tout le monde pensait à l'époque, mais elle avait appris de son chien et des autres animaux que c'était faux. Ce qui est, voilà, nous on le sait, hein, si vous avez des animaux domestiques, vous pouvez peut-être ressentir ça, mais effectivement, notamment les chats qui peuvent être, à mon avis, sont bien plus intelligents qu'on le pense. Une sorte de complot des chats là pour mener le monde, mais carrément, les chats sont des gros fourbes. Et ils sont très très intelligents, les chats. J'en ai un à la maison, je peux vous le dire. J'aime bien ce qu'elle dit. Les scientifiques ne m'ont d'abord pas cru. Et quand le National Geographic a envoyé un photographe photographier et filmer ses découvertes, ils ont bien dû la croire. Au début, tout le monde se foutait d'elle. Hein, tout le monde se disait, mais qui c'est celle-là qui va toute seule dans la jungle, qui étudie et qui se permet de dire des choses qui sont impossibles. Quelqu'un est allé photographier, c'est Hugo von Lavick, et finalement, elle a eu le soutien du monde scientifique et du directeur de thèse, puisqu'après elle est allée à l'université de Cambridge où elle a appris vraiment les méthodes scientifiques, ce qu'elle ne savait pas au départ, et elle a appris plein de choses comme présenter ses résultats de manière scientifique pour ne pas être ridicule. Le complot des chats, mais le complot des chats, on est d'accord, Carodix, carrément. Les chats, c'est des vrais fous, c'est des malins. Et en plus, ils ont une sorte d'insolence aussi, les chats. Voilà. Quand je lui dis non, tu grattes pas le fauteuil et qu'il te regarde, il gratte. Hein, on dirait un peu comme les élèves, un peu, tu sais. J'ai dit non, tu fais pas de bruit d'animaux. Aujourd'hui, j'ai dit ça. Et que j'ai un élève qui m'a fait le chat. Voilà, c'est un peu ça. Les chats, attention, méfions-nous. Qu'est-ce qu'on apprend aussi dans l'interview ouais, vous avez notamment montré à quel point les grands singes sont proches des hommes. C'est ce que nous dit le journal, la question que pose la Croix. Comment expliquez-vous la réticence à accepter notre proximité avec les primates? Et elle dit que ça vient en partie de la religion, parce qu'il y a toujours une sorte de méfiance par rapport à ce qui est scientifique. Elle donne l'exemple de Darwin. Bah oui, Darwin, il a été ridiculisé quand il a parlé d'évolution. Maintenant, on sait que la théorie de l'évolution, elle est acceptable carrément, et scientifiquement prouvée, mais au départ, il a été ridiculisé. Et elle dit, voilà, les religieux fondamentalistes n'y croyaient pas, et certains n'y croient toujours pas. Par contre, à Cambridge, à l'université, on lui apprenait qu'il y avait une différence entre nous, les autres humains, et les autres animaux. C'était une différence de la nature. Et après, elle a dit, ce furent les chimpanzés biologiquement très proches de nous. Hein. On a 98,6% de composition identique au niveau de l'ADN avec les chimpanzés.
Et elle dit vraiment, ils sont très proches de nous, ils ont fait voler en éclats cette pensée qui était très réductrice, comme quoi il y avait une différence de nature. Et ça y est, je suis en train de perdre ma voix, mais ça c'est ma gorge qui part. Je vais essayer de pas dépérir dans ce live et pas pleurer en même temps. Et elle a vraiment une image aussi du monde animal et des hommes qui est, voilà, des images un peu, on est très proche des animaux, et elle dit carrément qu'elle est très heureuse de faire partie du règne animal. Et elle dit finalement, les hommes, on a un peu déraillé, nous, tandis que les animaux, ils sont restés un peu intelligents, ils sont restés tels qu'ils sont. Mais nous, voilà, elle dit, nous sommes très intelligents, nous pouvons aller sur Mars et parler sur Zoom, mais voyez comme nous détruisons la planète. Donc finalement, les animaux seraient peut-être plus intelligents que nous. Caronix, en parlant de religion, j'ai bien aimé les paroles d'un personnage d'un roman de la saga Warhammer à propos de la religion. Alors dis-nous tout. Elle dit quoi aussi, Jane Goodall? Plein de choses tellement intéressantes que je vais vous partager. Il y a une réelle déconnexion entre le cerveau et le cœur humain. Mais oui, on ne sait pas différencier ce qui est de l'affect et ce qui est de la réflexion. C'est un peu ça. Bien sûr, elle nous parle du combat d'aujourd'hui, la population qui augmente, avec d'un côté une terrible pauvreté, de l'autre côté des entreprises hyper riches, des grands patrons. Il y a des entreprises qui changent petit à petit par rapport à l'environnement, mais c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et c'est trop lent. Passage émouvant de l'interview que je ne peux pas vous diffuser. Aussi, quel est le moment le plus marquant auprès des chimpanzés? Et elle raconte la fois où le premier chimpanzé l'a approché et l'a laissé l'approcher. Et en fait, elle avait dans la main une sorte de fruit que les chimpanzés adorent. Puis il a serré très doucement ses doigts. Ils ont communiqué très doucement. Et franchement, c'est hyper émouvant quand elle le raconte. Elle a beaucoup bossé sur la communication gestuelle avec les chimpanzés. Et croyez-le ou non, elle a bossé la langue des signes avec les chimpanzés. Et les chimpanzés sont capables de communiquer en langue des signes. Mais c'est tellement fou, quoi. C'est tellement fou. Alors, Caronix, par rapport à ce personnage. Ce que vous prétendez m'a tout l'air de sottise. Un voile pudique jeté sur votre ignorance. Ce gossa perturabo. Je n'aime pas vos dieux, ce sont les ennemis de la raison. C'est bien écrit. C'est bien écrit, on a tendance à se dire, ouais, Warhammer, licence et tout, vite fait, mais c'est vachement bien écrit, Oui, voilà, c'est ce qui est souvent critiqué, voilà, sans faire non plus critique envers la religion, mais oui, parfois on a tendance à oublier ce qui est raisonnable, tout simplement. Donc oui, Jane Goodall, elle a bossé sur la langue des signes avec les chimpanzés, et franchement, c'est juste hallucinant. Il y a plein de vidéos, vous pouvez la voir faire. Incroyable. Et puis aujourd'hui, elle a sa fondation. Elle essaye d'expliquer comment la perte de biodiversité détruit les écosystèmes et que nous dépendons de la santé des écosystèmes pour notre survie. Et oui, on parle de survie, et pas juste de vie tranquille et plutôt agréable, de survie. Et ça fait vachement peur, notamment quand on sait qu'il y a des enfants derrière nous. Et elle dit, la clé, c'est peut-être les enfants, parce qu'ils sont déjà, de base, ils ont une sorte d'empathie, empathie, c'est pas le mot, mais ils ont une curiosité pour la nature, et ils ont un amour pour la nature de base. Et ça, ça fait trop écho à Oscar, qui a bientôt 3 ans aussi. Et elle dit, voilà, les enfants sont fascinés par la nature dès le plus jeune âge, si on leur donne l'occasion de l'observer. Je trouve que c'est super important ce qu'elle dit. Je me souviens de ce garçon de 3 ans qui regardait attentivement ramper un escargot. Et il l'a pris, il allait le poser sur une vitre, il a couru à l'intérieur pour l'observer dans dessous. Donc ils ont déjà en plus cet esprit scientifique et ils observent. Et c'est tellement ça, l'histoire d'escargot, mais nous on a un escargot, il est vivant, je vous le rassure, mais qui vit sur nos escaliers et en fait Oscar tous les matins, il va voir, avant d'aller à l'école, on prend le temps d'aller dire coucou à l'escargot, de le voir, voilà, on a vu, est-ce qu'il a bougé, il n'a pas bougé, est-ce qu'il est sorti de sa coquille, franchement, c'est tout à fait ça, et une sorte d'expérience comme ça qui se fait, tout comme les fourmis, voilà, il a une passion pour les fourmis, et je trouve que, voilà, leur montrer dès le plus jeune âge ce qu'est la nature, et surtout, les conforter dans cette curiosité qu'ils ont naturellement, c'est hyper important, et c'est peut-être là la clé de l'avenir. Est-ce que je m'enflamme? Oui, je m'enflamme. Et des plus trash aussi, parfois. Et bien franchement, Caronix, ça c'est pas que ça m'étonne, mais ça me surprend, ouais, parce que c'est des livres quand même qui sont estampillés licence Warhammer, et on se dit que des fois au niveau réflexion, c'est peut-être pas forcément poussé, mais là tu me montres le contraire. Donc voilà, interview passionnante. Si vous n'avez pas l'occasion de la lire en entier, je vous invite à écouter, notamment pour les plus jeunes, un podcast qui est juste génial. Alors, c'est les podcasts, ils sont tous dispo sur YouTube, qui sont proposés par France Inter.
C'est une série qui s'intitule Les Odyssées et c'est à chaque fois centré sur un personnage hyper important de l'histoire ou alors de quelque chose qui s'est passé, qui a marqué l'histoire, comme le Titanic par exemple. Donc la dédicace à tous les élèves qui une sorte de nouveau une sorte d'élan vers Leonardo DiCaprio au Titanic. C'est possible, il y a un podcast qui est dédié au Titanic, mais ça peut être Robinson Crusoe, même des personnages fictifs aussi, hein. La grotte de Lascaux, Aliénor d'Aquitaine, Reine Rebelle, mais quel destin. Le monstre du Loch Ness, c'est hyper vaste, et ce sont des podcasts, ça dure 15 minutes, on va dire à peu près, et c'est trop passionnant. Nelson Mandela, bien sûr, je les ai pas tous écoutés, mais il faut les écouter. C'est tellement passionnant et c'est bien fait. On va écouter quelques extraits de celui qui est consacré à Jane Goodall. Alors j'ai pas sélectionné des extraits comme ça, mais juste pour que vous ayez un peu l'ambiance du truc. Mais c'est à découvrir carrément. J'espère que c'est pas trop Même, fort. il faut être très patient si l'on veut apprendre à connaître les animaux. J'adore l'accent d'animal. Cette femme s'appelle Jane Goodall et tu vas voir, c'est une femme plus qu'épatante. On a toujours une petite ambiance sonore aussi, donc c'est punchy, c'est pas mal dynamique. En tout cas, l'attention, elle est bien. Rusty, c'est le des voisins. Rusty le chien, oula, elle s'en souviendra toute sa vie. Pourquoi il parle de Rusty? Parce que oui, elle est partie de constatations qu'elle a faites avec son chien ou le chien des voisins, pour après se dire, tiens, je vais étudier les autres animaux. Et voilà, on peut passer quelques extraits. Après 3 semaines passées à bord du paquebot Château du Kenya, Jane arrive à destination. Dans le train qui la conduit à Nairobi, elle aperçoit par la fenêtre des girafes courir sur le sol jaune. Voilà, il y a un côté un peu descriptif, un peu romancé qui est sympa. Et voilà, on a plein d'anecdotes. Voilà, ça traversait, oui, parce que pour aller en Tanzanie, hein, ça c'est pas comme ça, on est les années 60, les avions, machin. Non, hein, c'est tout un périple. Et en plus, on a ce côté-là vachement... voilà, des petites anecdotes vachement sympas. C'est pas juste un cours scolaire et tout. C'est un super podcast que voilà, je vous partage parce que il est vraiment top. Et elle aime le fromage, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Ou tu me fais marcher, Caronix? Ouais, il y a des trucs que je savais plus, hein, mais c'est possible. Voilà, donc Jane Goodall, mais quelle femme! Et à 87 ans, elle est toujours encore en train de lutter, mais badass, Jane Goodall. Autre sujet, mais rien à voir, mais on va parler du Louvre, de la Grèce, de la France, un petit peu de l'Allemagne aussi, une sorte de joyeux bazar, et de ce qu'on appelle le philhellénisme. C'est ce truc, et bien vous allez le voir grâce à un article de Libération, je vais essayer de vous rendre simple. Mais je trouvais que voilà, je vais vous montrer aussi l'expo, de quoi elle parle, même si on n'a pas l'occasion d'aller voir les expos. Ça nous apprend plein de choses sur une époque historique. Là, en l'occurrence, c'est sur quelques décennies, plusieurs décennies, voire siècles de liens franco-grecs. Et puis sur l'art aussi, et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je prends mes notes parce que c'est pas évident cet article-là. Et je bois un petit café. Je suis à vous, je coupe le micro parce que entendre les glouglous, c'est pas terrible. Voilà, excusez-moi, mais là, ça va plus. Je perds ma voix, ça va plus du tout. L'article, il est issu de Libé. Si je le retrouve, il est là, de Libé, il y a quelques jours. De quand date-t-il? De vendredi. Mais ceci dit, cette expo, elle fait l'objet de pas mal d'articles dans beaucoup de revues. Donc peut-être vous en entendrez parler prochainement. Et cette tête, ouais, bah là c'est clair. Et franchement, voilà, on est sur une longue traversée une début de semaine, mais je sens que ça va être traversé un petit peu difficilement cette semaine. Mais au bout, il y a quoi? Ben oui, hein, voilà. Là, en ce moment, c'est du bashing de prof. Donc là, on va avoir les vacances, donc on va se dire, ah, mais toujours en vacances, c'est prof. Oui, merci les vacances bientôt. Là, on va être sur une semaine. Il faut que je la traverse. Hein. Même physiquement, on n'a pas tendance à comprendre que en fait, c'est un métier hyper physique en plus, parce que c'est toujours dans le bruit, toujours à bouger partout. Et parfois, on s'énerve beaucoup. Et en fait, toutes les tensions et tout comme ça, je suis trop vacante. Dans une semaine, jour pour jour, je suis où? Je suis à Amsterdam, si tout va bien. Donc là, c'est ma petite carotte. Ma petite carotte dans 7 jours, les vacances, Amsterdam en amoureux, ça va être trop bien. Paris-Athènes, la belle Hélène, ben oui, l'exposition du Louvre.
se propose d'étudier 200 ans, rien que ça, de liens franco-grecs, et revient sur la naissance du philhellénisme au 19e siècle. Qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Le saviez-vous? Je ne savais pas. Franchement, je ne le savais pas, je vous l'avouerai. Ce sont des Bavarois. Moi, Bavarois, ça me fait penser à Sicile. C'est la référence à 2 balles, mais c'est ça. Qui ont inventé l'Athènes moderne. Pour l'apprendre, il faut visiter cette expo, Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne, qui se tient au musée du Louvre. Et c'est vrai qu'on a une vision qui arrive, voilà, quand on voit l'expo, une sorte d'architecte allemand, sur un gros goutte dans l'Attique, venu édifier la nouvelle capitale après 4 siècles d'occupation ottomane. J'ai potassé un peu mon histoire de la Grèce pour vous rendre ça plus facile à comprendre. En gros, histoire de la Grèce, mais histoire de la Grèce moderne. Bon, il faut savoir que, comme toutes les histoires de tous les pays, elle est hyper complexe, son histoire, parfois difficile à saisir aussi, mais en gros, on peut dire que à partir de 1821, c'est le moment où les Grecs se révoltent contre quoi? Contre l'Empire ottoman, et l'indépendance est proclamée en 1822. Il faut savoir que la majeure partie de la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman dès le 14e siècle, je crois. Donc, pour vous dire, c'est des siècles et des siècles d'occupation ottomane. Et à partir de l'indépendance 1822 et proclamée en 1830, il y a eu le Royaume-Uni, la France et la Russie qui ont imposé à la Grèce un roi bavarois, d'origine bavaroise, qui est, je crois que c'est Othon Ier. C'est dit, mais c'est genre le tout jeune, il est bavarois, le gars il a rien à voir. Et ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'influence dans l'art, avec cette histoire un peu bizarroïde et très multiculturelle. L'article nous dit, on est en 1832, il y a des grandes puissances que je vous les ai dites, France, Russie, Royaume-Uni, qui ont fourni à la Grèce une aide déterminante lors de la guerre pour l'indépendance. Donc, en contrepartie, on y instaure une monarchie en Grèce, et en même temps, à sa tête, on y met quoi? Un gamin de 17 ans, c'est ça, né à Salzbourg, Othon Ier, je pense qu'on prononce comme ça, qui régnera pendant 30 ans, avant d'être éjecté, mais ça c'est le côté un peu dramatique de la chose, en faveur d'un autre roi, danois celui-là, voilà, mais qui trouvera le temps de fournir des caricatures. Donc déjà, on a pas mal de choses au niveau de l'art qui témoignent de cette époque. Alors ces mélanges, c'est plus que des mélanges, là, ça veut rien dire, sont des résultats du mouvement philhellène, c'est comme ça qu'on prononce, qui signifie amour de la Grèce, et en gros qui naît dans les années 1820, notamment en France, et c'est pour ça qu'on a des liens franco-grecs, parce qu'il y a eu ce mouvement qui s'est emparé de la France, qui est arrivé en France, et dont sont emparés pas mal d'artistes. Au niveau littérature, par exemple, comme Victor Hugo, mais Victor Hugo dessinait aussi, hein, c'était aussi un artiste, hein. Lord Byron aussi, d'autres comme Delacroix, qui, ceci dit, ne mit jamais un pied en Grèce, mais qui s'inspira beaucoup de l'histoire. On a aussi Berlioz, qui composa une cantate en honneur de la Révolution grecque, et Chateaubriand aussi, dans le sens de la mesure, lui fit écrire cela. Attention, je le cite, « Notre siècle verra-t-il... » J'essaie de le faire de façon un peu déclamée, je le déclame. « Notre siècle verra-t-il des hordes de sauvages étouffés, la civilisation renaissant dans le tombeau d'un peuple qui a civilisé la terre? La chrétienté laissera-t-elle tranquillement les Turcs égorger des chrétiens ?» Bon, c'est très mal dit, hein, parce qu'on est sur une fin de journée, mais bref. En gros, l'expo propose d'ausculter une sorte de période bien plus longue que les années 1820-1930. Et c'est surtout examiner plus de 2 siècles de biens culturels, artistiques et diplomatiques entre la France et la Grèce, soit dès 1975, quand l'ambassadeur de Louis XIV fait escale à Athènes, jusqu'à 1919, donc vraiment le grand plongeon, hein, lorsque la Grèce, dans le camp des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, négociera à Paris la mise en œuvre de la grande idée qui voulait rassembler tous les Grecs dans un seul territoire. Donc c'est toute une histoire de la Grèce qui s'étale sur des années. J'avais été voir une opérette, La Belle Hélène, à l'opéra avec mon ex, il y a 7-8 ans. Ouais, bah écoute, c'est bien, c'est pas donné à tout le monde d'aller voir les opérettes. Moi, je suis déjà allée voir, j'ai du mal, moi, parce que c'est quand même un style particulier, c'est un univers particulier. Je suis déjà allée voir opérette, mais pas non plus beaucoup. Mais c'est particulier, hein. Soit on reste de marbre, soit on est vachement dedans, en fait. Mais ouais, c'est cool d'aller voir ça en couple et tout. Moi, jamais mon conjoint ira voir une opérette avec moi, je vous le dis. Mais déjà qu'on a du mal à trouver un film commun pour aller au cinéma, l'opérette, je pense que c'est mort. Mais franchement, ouais. Ah, l'autre phrase du personnage que j'aime bien sur la religion, c'est ainsi que vous, les gens de foi, faites taire et exécutez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Tout cela pour préserver votre confortable ignorance.
C'est trash, c'est trash. Ouais, c'est trash. Mais bon, c'est dans un contexte aussi de fiction. Hein. Voilà, bien sûr, c'est pas quelque chose de général qu'on peut dire contre la religion. Le goût pour la Grèce s'est répandu en France, dans la mode, les arts du spectacle, surtout au XXe siècle aussi. On a des moulages, plein de moulages qui sont rapportés dans les bagages des archéologues. Voilà. Et c'est politique tout ça, parce que là, il y a l'expo qui s'est mise en place au Louvre. Pour l'occasion, il y a le Premier ministre grec qui s'est déplacé, qui a inauguré l'expo avec Emmanuel Macron. Et le lendemain, c'est politique. Sachez qu'il y a eu l'achat par la Grèce de 3 frégates françaises. On n'a pas réussi avec le sous-marin, mais avec les frégates, ça va mieux. Évalué à 3 ou 5 millions d'euros, c'est selon. Bref, c'est politique tout ça. Se dire, tiens, je fais une expo comme ça. Voilà, on fait en sorte que les liens franco-grecs soient un peu renforcés. Et voilà, c'est jamais vraiment éteint, cet amour de la Grèce. Ça peut même agir au niveau politique. Ben oui, il faut le savoir, tout ça, c'est un peu étudié. C'est comme quand il y avait l'expo, hein, je vous avais parlé de l'expo des frères russes à Paris, des collections russes, Poutine est venu, tout ça, c'est un peu politique également. Voilà. On retrouve pas mal de choses, forcément, des moulages, oui, on l'a dit, plein d'autres choses, peintures, et des trucs un peu hybrides. Genre, on a des peintures comme celle-ci, Soirée athénienne, où vous avez à la fois un peu une inspiration proustienne, c'est ce que nous dit l'article, on a une sorte de personnage, on dirait du Proust et tout, avec un côté très néoclassique, avec l'acropole derrière, donc c'est une sorte de truc qui ressemble à rien. En gros, vous mélangez toutes les inspirations franco-grecques, et ça donne un truc qui est intéressant, mais qui est assez hybride, quoi. Petite bande-annonce de l'expo, parce que c'est sympa de le voir, ce qui peut être présenté en tant qu'œuvre, et qui témoigne de l'époque. Et puis, les sous-marins, ils avaient bu. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on n'était pas trop sur le coup, hein, pour le coup. C'est un peu fort. Voilà ce qu'on peut voir dans l'expo. Et je trouve ça passionnant quand même. Si vous décortiquez, c'est 200 ans. On en reconnaît. Et c'est intéressant parce que ce sont des prêts, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de l'art et l'art grec, ça peut être hyper intéressant d'aller voir. Déjà, il faut que j'aille au Louvre de base. Je suis jamais allée au Louvre. Et ma fille aimerait beaucoup y aller. Et là, il faut trop que... Voilà, j'essaie d'organiser, je sais pas, un petit truc pour y aller. Mais c'est pas donné hein, d'aller à Paris. Hein. C'est chaud quand même, hein, franchement. Je suis allée un week-end, genre ruiné quoi. Ruiné alors qu'on n'a pas fait grand chose non plus. Mais hôtel, train, mais horrible quoi. Et j'ai pas gagné les 200 millions. Ben ouais, j'ai pas gagné 200 millions. Je joue 3 fois par an, faut le savoir. J'ai joué, je n'ai pas gagné. J'ai eu un numéro. Donc voilà. Mais c'est pas moi les 200 millions, hein, je vous l'annonce. Mais si j'avais gagné un petit peu, peut-être que je me serais organisé un petit week-end à Paris là, pour aller au Louvre. Et ça aurait été trop bien. Faut le faire. Faut que j'aille au Louvre. Jamais fait, mais faut que j'y aille. J'ai pas le temps de vous parler de Trump. Ah ben voilà. En plus ça c'est un petit secret pour gagner. Ah mince, j'ai pas lu l'article là. Mais je voulais vous présenter maintenant autre chose, mais qui est quand même dans l'actu en lien, puisque hier il y avait quoi? On va parler de sport, il y avait le marathon de Paris, et oui on en a parlé, zut moi non plus. Il n'y a pas de gagnant du loto là dans le chat. En même temps, j'ai gagné au loto, peut-être que je serai pas là ce soir. Je me dis, non en vrai, je sais pas comment je réagirais, je gagnerais 200 millions, je n'y croirais pas. J'essaierai de rester simple bien sûr. Voilà. Mais je pourrais m'auto-donner des trucs. Faire des dons. Mais non. Peut-être. Ah, peut-être. Sportine, c'est ça. Voilà, c'est un magazine jeunesse dédié au sport, centré sur le sport, que je connaissais de nom, que j'avais pas eu l'occasion de feuilleter. Franchement, je vais abonner CDI. C'est vachement bien. Il est top. Bimestriel. Donc là, c'est le numéro octobre-novembre 2021. Centré sur le marathon, on apprend plein de trucs. Donc là, vous aurez droit à mes captures, mes petites photos tout à fait imparfaites. Un très très bon dossier sur le marathon qui fait écho bien sûr au marathon de Paris. Et j'ai appris plein de choses. Donc je vais vous les partager. Puisque je suis comme ça. Je trouve sympa, je partage. Ces athlètes qui courent les rues. Alors, un petit peu d'histoire. Marathon au départ, c'est quoi? C'est on voit pas, hein, c'est flou, mais je vous lis ce qu'il y a sur la colonne de droite. C'est le nom d'un village de la Grèce antique. Et oui, on est 490 avant Jésus-Christ.
13 septembre exactement, les Athéniens remportent à Marathon, donc cette fameuse ville, une victoire décisive sur les Perses. Et alors, légende ou pas, a priori c'est peut-être plus une légende qu'autre chose, mais on va considérer que c'est ancré dans l'histoire. Il y a un soldat, le soldat Philippides, qui reçoit l'ordre d'aller annoncer la victoire contre les Perses au roi de Grèce. Donc il court jusqu'à Athènes, le gars, pour y crier. Alors attention, je vais faire comme si c'était, je vivais le truc. Réjouissez-vous, nous avons vaincu. Voilà. En gros, c'est ça. Et avant de mourir de quoi? D'épuisement. Donc voilà, fait partie de la légende. Le gars, il a parcouru tant de distance, une distance de fou, pour annoncer la victoire. Et paf, il a tellement tout donné qu'il meurt d'épuisement. Comme ça, il s'écroule d'épuisement. C'est pour commémorer cet exploit que Michel Brial, on va le voir, c'est un intellectuel français qui convainc Coubertin. C'est celui qui a réinstauré les Jeux Olympiques tels qu'on le connaît de façon moderne à Athènes. Et a priori, il aurait à peu près parcouru 40 km. Mais la fameuse distance de 42 km et quelques, on verra que ça a une histoire et ça vient d'une anecdote qui est assez passionnante. Au roi de Sparte. 42 km, il a couru, oui. Et en plus, 42 km et quelques, ça correspond à autre chose. Vous allez le voir juste après. Marathon moderne, ben oui, on le doit à qui? On le doit à Coubertin, entre autres. On est en 1896. C'est les premiers Jeux Olympiques d'été qui sont organisés à Athènes, en Grèce. Ben oui, forcément, c'est là où ils ont été créés. Et c'est la première fois que fut courue cette course d'une quarantaine de kilomètres, qu'elle allait devenir le fameux marathon. Et déjà, on avait un peu des héros du marathon, comme Spyridon Louis, qui était le premier vainqueur. Et c'est le baron de Coubertin lui-même qui alimente un peu la légende aussi de ce premier coureur, qui quand même a couru comme un maître. C'est ça. Il aurait été en quelque sorte touché par la grâce, il se serait préparé en courant dans les montagnes, donc quelque chose de très épique, très presque mystique dans son histoire, qui a été alimenté par Coubertin lui-même. Une endurance phénoménale, ben oui, parce que en fait ce qui est vrai, c'est quand même qu'il s'était fait remarquer pour son endurance incroyable, parce qu'il était militaire et pendant son service militaire, il a été impeccable là-dessus. Et le colonel, attention, Papadiamantopoulos, qui est membre du comité d'organisation des Jeux de l'époque, c'est lui qui donna le départ de ce marathon. Il avait convaincu son ancien soldat d'y participer. Donc au départ, lui, marathon, voilà, mais bref, il a été convaincu. Et finalement, le gars, il a couru son marathon. Après, il n'a pas réitéré la chose. Il est resté tranquille dans son village. Il est juste réapparu en tant que porte-drapeau, mais quand même, quoi, en 1936. Et en plus, il est réapparu avec vraiment une volonté politique très forte. Et je trouve ça trop dingue, quoi. Il a offert un plan d'olivier, donc c'est le symbole de la paix, hein, l'olivier, au chancelier allemand Adolf Hitler. Hein, en gros, mec, t'es en train de déconner, je t'offre un truc, c'est un petit signe pour que en fait tu fasses qu'il n'y ait pas la guerre, on est plus au peace, quoi. Bon, ça n'empêchera pas Adolf Hitler d'envahir la Grèce quelques années plus tard. Spyridon, lui, il est décédé en 1940, donc bon, a priori, Hitler n'a pas compris la chose. Pourquoi 42 km 195 exactement? Alors c'est lors des premiers Jeux Olympiques tenus à Londres en 1908 que la distance exacte sera fixée. 42 km et 195 mètres, ça correspond. Alors c'est plutôt en miles d'ailleurs. Pourquoi? C'est la distance exacte entre le départ sous les fenêtres de la nurserie du château de Windsor et l'arrivée au pied même de la loge royale d'Édouard et de sa femme. Donc c'est ça, c'est la distance entre le château et la loge royale. C'est ça, une distance définitivement officielle à partir des Jeux de Paris en 1942 qui n'a plus jamais bougé. Donc ça vient de là. Je ne savais pas. Tomates, farcis, poisson et pâtes, Caronix. Mais en vrai, ça a l'air trop bon. Ben, bon appétit. Merci d'avoir été là, Caronix. Peut-être je te vois un tout petit peu après, mais voilà, merci et bon appétit. Et oui, il faut parler des femmes et des marathons parce qu'il y a quand même une histoire assez incroyable, sachant que les femmes au départ, c'était pas accepté hein, le fait qu'elles courent. Elles étaient au foyer. Hein, c'était la maison, tout ça. Et jusqu'à très longtemps, jusqu'à, je crois, mais les années 70, hein, elles ne pouvaient pas courir. Et ce qui fait qu'il y avait des marathoniennes clandestines. C'est un truc de dingue. Années 60, et pourtant il y avait des athlètes des États-Unis notamment qui rêvaient de s'essayer au marathon. La toute première, c'était qui? C'était Roberta Gibb. Elle est magnifique, en plus on la voit pas, mais oh, wow, quel visage magnifique.
qui s'aligne au départ du fameux marathon de la ville de Boston en 66, et elle est cachée derrière les buissons, et elle s'élance vêtue de short et tout, pour pas qu'on voit que c'est une femme, en fait. Et elle réussit un super chrono, en plus 3h21, son premier essai, et elle va servir de sorte de détonateur pour une révolution, pour inspirer des tas de femmes. Et il y a une autre femme qui est assez connue, qui s'appelle Catherine Switzer, qui réussit à s'inscrire officiellement à Boston, une course qu'elle boucle en 80 malgré les menaces et les agressions. Et j'en ai entendu parler, moi, de cette femme, parce que j'ai lu un livre de jeunesse. Oh, je ne peux pas vous montrer la capture, là, qui s'intitule La fille d'avril, c'est Anne-Lise Heurtier. J'adore cette autrice jeunesse qui en parle. Et ce livre, La fille d'avril, est ancré dans les années 60. Et c'est en gros une jeune fille qui découvre la passion pour la course. En tout cas, ça lui procure un truc, et elle veut courir. Et c'est interdit, on veut d'elle qu'elle soit une femme au foyer, etc. Et elle parle de Catherine Switzer. Et vraiment, si vous avez l'occasion de lire ça, ce roman, il est vraiment top. La fille d'avril. Les femmes enfin admises, mais oui, mais quand? En 71, elles sont officiellement admises pour courir au marathon. Cette année-là, elles sont au départ du marathon de New York, et en 72, celui de Boston devient officiellement mixte. Il n'y a que 6 filles au départ en 72. Et c'est apparu au programme des Jeux Olympiques en 84, c'est mon année de naissance, mais oui. Et c'est tard, quoi. Hein. C'est fou, hein. Les récentes éditions, il y a 46% de femmes, par exemple, au marathon de Boston, quasi parité. Donc, il a fallu ramer pour ça, hein, et revendiquer pas mal de choses. Il y a aussi des légendes. Il y a des légendes. Marathon des villes. Ah oui, bah oui, c'est qu'il y en a partout dans le monde. Bien sûr, le marathon de New York est hyper connu. Il y a aussi un parcours mythique à New York, bah oui, qui va jusqu'à Central Park, qui traverse tous les quartiers de la ville. Au départ, ils étaient 127 en 70. Maintenant, c'est des dizaines, des milliers à espérer pouvoir le faire. C'est carrément, ils ne peuvent pas tous le faire. Mais c'est assez incroyable, tout le monde qui a. Et bien sûr, 4 coins de la planète, le marathon se fait. Les légendes du marathon, il y en a eu plusieurs. On peut remonter en 1908, on a une photo d'archive là. Un Italien, Dorendo Pietri, je sais pas si je prononce bien. Un Italien qui est si épuisé qu'il se trompe de sens et s'écroule sur la piste 5 fois de suite avant que des officiers ne l'aient à se relever. C'est pas drôle, mais voilà. Il y a quelque chose d'assez comique là-dedans. Alors, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, mais il sera disqualifié pour avoir été aidé. Donc voilà, mais quand même, on retiendra son nom. Le premier Africain champion olympique du marathon, qui est Bouguera El Wafi. Et il faut savoir que c'était un ouvrier algérien des usines Renault à Boulogne, qui s'impose après en 1928. Là, il a été radié par la Fédé d'athlée pour avoir voulu monnayer ses talents aux États-Unis. Bref, et il est mort dans la misère et tout. Il a une histoire un peu glauque. Émile Zatopev, qui est d'origine tchèque, et qui réussit en 52 l'exploit inouï de gagner le 10 000 mètres et le 5 000 mètres. Et le marathon. Donc le gars, juste un génie, quoi. Un génie sportif. Frank Shorter, le voilà, je sais pas si on le voit très bien là avec sur l'écran. C'est un champion de 72. Et il est l'inspirateur de la naissance de la marque Nike. Voilà, on est dans le côté marketing de la chose, années 70. Un des symboles de l'éclosion de la course sur la route aux États-Unis. Mais je crois que ça vient de... Nike, ça vient de la déesse grecque Nike, je crois. C'est comme ça qu'on prononce. Mais justement, il y a un rapport quand même avec la course de base, il me semble. Abebe Bikila, qui est un champion éthiopien. 10 septembre 60, à la fin des Jeux, la nuit tombée, ce coureur inconnu, pieds nus, s'impose au solitaire dans ce marathon qui se termine majestueusement près du Colisée, à l'endroit même où Mussolini avait dans les années 30 lancé ses troupes à l'assaut de l'Éthiopie. Donc c'est hyper symbolique. Voilà, donc franchement, dossier très intéressant, avec des marathoniens aussi qui sont tarés. Par exemple, il y en a, ils font du marathon à l'Everest, donc en Himalaya, voilà. Départ donné au camp de base de l'Everest, pourquoi pas, hein, sachant que plus vous êtes en altitude, moins vous avez de souffle, plus c'est dangereux. Et il y en a qui ont fait 42 km de montée, on peut dire que c'est une sorte de marathon, ouais, même s'ils ne courent pas, c'est vrai que c'est une sorte de marathon. Le marathon du pôle Nord, il y en a qui le font. Ils sont une 50aine chaque année après le départ du marathon le plus froid du monde, qui se court entièrement sur l'eau gelée de la banquise, température moins 40 degrés. Moi qui suis frileuse quand il fait moins 10 degrés, là c'est même pas possible.
Il y a aussi un marathon qui se déroule pardon, au Cap, en Afrique du Sud, et c'est l'un des plus beaux marathons parce que des paysages magnifiques, ben oui, carrément. Le marathon du Médoc, ça c'est à Pauillac, c'est le plus long du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des pauses qu'on peut faire au milieu des vignes. J'adore ce marathon. Donc il est long, mais vous pouvez vous y arrêter, je vous jure, c'est marqué ça. Au milieu des vignes, les coureurs peuvent déguster quelques-uns des meilleurs vins du monde. Non mais non. Alors ok, déguster, mais quand même, ils goûtent quoi. Et aussi des huîtres, du fromage et même des entrecôtes. On vient surtout pour s'amuser, le déguisement est vivement conseillé. Bon, vous n'allez pas faire des chronos de ouf, hein. En gros c'est ça, mais j'adore trop ce principe. C'est comme pour le vin. Tu le fais pour le vin. Ben ouais, après je sais pas si c'est 42 km. Normalement c'est marathon, tu es censé faire 42 km. Mais j'adore trop ça. Chez nous à Besançon, il y a chaque année, il y a ce qu'on appelle un trail, quoi. Enfin, les trails, quoi. Un trail des forts. Et je sais qu'à chaque fois, pendant que le trail des forts se déroule, il y a un trail des faibles. Et en gros, on se regroupe. C'est les gens qui se regroupent près de l'eau, dans un endroit dédié pour boire des bières. C'est pas bien, attention, l'alcool est dangereux pour la santé, mais autre chose aussi, bien sûr, on n'est pas obligé de picoler, hein, on pouvait juste boire la grenadine et puis s'amuser, faire des barbecues. Donc voilà, là c'est le trait des faibles, et on peut être soit du team trait des faibles ou trait des forts, hein, c'est ça. Bonjour Sanglou, merci d'être là. C'est thème, c'est culture, mais culture détendue, je rassure tout le monde. Surtout que j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout sur tout. Mais comme je lis pas mal de choses, des articles, tout ça, je fais une petite revue de presse. Et je parle de choses et d'autres, je fais prodigue des conseils culturels aussi. Mais c'est plutôt détendu, mais c'est cool de voir des nouveaux noms par ici. Merci de passer par là, c'est trop bien. Là on parlait du marathon. Il y a un dossier dans un magazine pour ados qui est pas mal. Il s'appelle Sport Team. Et on apprend plein de choses, notamment des marathons un peu dingos, quoi. Voilà. Et marathon des sables, ben oui, vous pouvez courir aussi. Parce qu'on a vu, on pouvait courir sur la banquise. On pouvait courir en buvant du vin dans les vignes. Hein, c'est pas bien, mais voilà. Et on peut courir aussi dans le sable. Et il faut savoir qu'il y a un marathon au Maroc. Pendant 6 jours, les concurrents enchaînent les étapes dans le désert marocain. Donc ils doivent porter eux-mêmes leur eau et leur nourriture sous des températures pouvant grimper jusqu'à 50. Banquise moins 40, là 50. Donc ouais. Je t'ai mis sur Geek Junior, mais c'est trop sympa. Ben oui, Geek Junior, mais merci à eux, c'est cool. Geek Junior, c'est une revue jeunesse, c'est aussi un site internet. Et en fait, j'avais échangé avec l'une de leurs journalistes sur l'émission et tout. Et franchement, ils étaient trop sympas. Ils ont fait un petit article dans Geek Junior, mais j'étais trop contente. Parce que j'en demandais pas tant, hein. Moi je fais ça essentiellement par passion, et puis qu'importe si j'ai 10 vues ou 300 000, soyons fous, mais un petit coup de pouce comme ça, c'est trop chouette. Et Geek Junior, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, ils ont un site internet et une revue, c'est plutôt bien, c'est l'actu geek pour les ados essentiellement, mais moi j'apprends déjà plein de choses aussi. Mais ouais, c'est cool, merci Sanglou. Ouais, Sportine, voilà, découvrir, vachement bien. Je vais abonner le CDI. Trop bien. Même si on n'est pas très sportif de base, franchement le monde du sport c'est trop intéressant. Et on a plein d'anecdotes comme ça qui rendent la chose sympa. Donc voilà, on a appris plein de choses sur le marathon ce soir. Et je voulais vous le partager. Quelle heure est-il? 19h09. Je vais essayer de pas finir trop tard. Parce que comme vous le savez, j'ai 2 enfants, un conjoint aussi, mais 2 enfants, et là ils sont très fatigués, là c'est la dernière ligne droite avant les vacances, et du coup je vais soutenir mon conjoint et je vais aussi prendre un peu de temps avec eux. Mais quand même, je suis là pour un petit conseil. Mais oui, pourquoi? Il y a un conseil qui va être centré sur quoi? Sur le cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est Octobre Rose, même s'il faut en parler toute l'année. Je prends mes notes parce que j'ai pris quelques notes sur le sujet. Et je suis à vous. Tout de suite, je vais boire un peu de café aussi. Et qui va être froid d'ailleurs. Et je suis là dans quelques secondes. Voilà, mais c'est la fête de la bière, ça, Carolix, non?
il me semble, hein. Ah non, attention, l'alcool, la santé, mine de rien, c'est vrai, comme c'est un stream dédié aux ados, et bien sûr qu'on est obligé de le rappeler. En Allemagne, ah ouais, mais après, ça doit être tellement noir de monde. Moi, j'ai jamais fait, mais rien que d'y penser, ça m'angoisse. Trop de monde, ouais, trop de monde en plus, dans des états, je sais pas, tu l'as déjà fait peut-être, Caroline, j'imagine, mais c'est ça. Mais oui, stream dédié peut être destiné aux ados, donc bien sûr qu'on va faire un peu de prévention par ici. Je vais vous parler d'Octobre Rose. Ben oui, pourquoi? Parce que, vous le savez, Octobre Rose, c'est quoi? C'est un mois qui est dédié à la prévention contre le cancer du sein. C'est bien d'en parler, mais il faut en parler toute l'année. Une femme sur 5 peut être atteinte dans sa vie par ce cancer-là. Et le mois est dédié aussi à récolter des fonds, à prévenir aussi, parce que la prévention, ça fait beaucoup. On parle de dépistage et tout ça. Et de toute façon, c'est bien de parler de maladies, de cancer. Il faut que rien ne soit tabou. Il faut en parler, bien sûr. Et la littérature de jeunesse, elle s'empare de sujets qui sont peut-être difficiles comme ça. Et à chaque fois, elle nous offre des livres de fiction, des documentaires. Et moi, je vous en partage régulièrement. Donc là, mon stream du soir, il sera dédié, mon conseil du soir, il sera dédié au cancer du sein et à 2 romans que j'ai lus et dont je peux vous parler ce soir. Préparer la pizza maison, mais non, pizza maison, mais oui, moi j'en ai pris, j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps, mais je pourrais en manger tous les jours. T'aimes tellement la pizza. Merci beaucoup d'avoir été là. À demain, bien sûr. Non, j'ai jamais fait, mais intéressant. Bon, ok. Moi, je conseille peut-être pas de faire. Je conseille de lire ça. Après, la fête de la bière, c'est autre chose. Merci à tous ceux qui sont là et allez manger, tout ça. Profitez, bien sûr, de votre soirée. 2 livres que j'ai lus, et là, ce week-end, autant ce week-end, j'ai pas touché entre les invités, le journal scolaire qu'il fallait que je finalise parce qu'il y a des filles mais qui sont juste chouettes qui ont créé un journal scolaire et je les ai aidés à faire la mise en page, mais je n'ai fait que ça. Et entre temps j'ai lu et je n'ai jamais lu autant depuis plusieurs semaines, et j'ai lu notamment, alors ça se lit vite par contre, celui-ci, journal d'un cancer tabou, qui est de Sophie Séroni-Vivien. Alors je pense que ça n'a pas fait si elle a dû faire d'autres choses en jeunesse, mais moi j'ai jamais rien trop lu d'elle. C'est chez Alice Poche, et je vais vous présenter aussi, ne t'inquiète pas pour moi, d'Alice Kuipers qui est au livre de poche jeunesse. Je crois que c'était Albin Michel avant. Les 2 sont intéressants, sont très différents, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, celui-ci, journal d'un cancer tabou, il est rose. Pourquoi? On est en plein dans Octobre Rose. Le résumé, c'est celui-là. Fiona, elle a 12 ans et en fait sa maman a le cancer du sein. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que en fait sa mère est atteinte de la maladie, elle n'en parle pas. Le père n'en parle pas non plus, elle a un frère aussi, et c'est tabou quoi. C'est tabou. Et alors qu'on sait que ça ne devrait pas l'être, qu'il faudrait parler tout ça, mais n'empêche, dans certaines familles ça peut l'être, ça peut être tabou. Et à tel point, ils n'en parlent pas, à tel point que la jeune fille l'a deviné toute seule. Ses parents font comme si rien d'anormal se passait, sauf que quand on a une personne dans la famille qui est atteinte d'un cancer, ça se voit. Et en plus, on peut penser à la maman, mais qui est dans une telle... qui doit se cacher. Et voilà, c'est un cancer, on est dans la douleur, on est aussi dans le mal-être, on est dans l'épreuve. Et voilà, pensez pour cette maman dans le roman qui fait comme si tout était normal. Conseillée par sa grande cousine, bon, ça du côté un peu grosse ficelle qui est pas forcément super top, mais bref, elle décide, Fiona, d'envoyer, ça fait penser à Shrek, Fiona, elle décide d'envoyer un mail à une cancérologue, le docteur Margot, afin d'obtenir des réponses et se rassurer. Et en fait, la spécialiste va vraiment lui répondre et du coup va lui expliquer un peu la maladie de sa maman et essayer de l'accompagner, même si elle ne suit pas sa maman, mais en tout cas accompagner dans toutes les questions que pourrait avoir cette jeune fille. Et elle va faire tout son possible et ne pas trahir sa confiance aussi, une sorte de lien de confiance qui s'instaure au fur et à mesure de l'histoire. Surtout que Fiona, elle est aussi fragile, elle vit des choses, c'est une ado. Voilà, c'est une correspondance. Les deux, ce sont une correspondance. Il y a une complicité entre le docteur et la jeune fille qui va naître. Et Fiona, elle va prendre la décision de briser le silence et il faut que ça pète, quoi. Il faut que ça pète à un moment, il faut dire, ouais, je sais, parlez-moi. Le papa refuse d'abord, c'est ce que nous dit dans le résumé. Et il s'emporte, mais il regrette. Et puis après, on apprend que la maman va un peu mieux, je ne spoil pas tout le livre, mais bref. Et que, ok, il y a ce côté, on va protéger Fiona, on va pas lui dire. Mais que, voilà, il y a des questions auxquelles les parents doivent répondre. Ce qui est intéressant, c'est que
on apprend des choses qui sont techniques et qui peuvent nous aider à comprendre la maladie. Et quand on la vit, même pas forcément frontalement, si c'est une personne que vous connaissez qui la vit, vous pouvez avoir plein de questions que vous n'osez pas poser. Et ce roman, il a un côté un peu didactique, on donne des infos, il est presque entre le roman et le documentaire. Mais franchement, il est bien pour ça. Et par exemple, on apprend ce que c'est je crois que c'est une ou un céphale. Les cépholes, qui sont responsables, en fait, qui sont des sortes voilà, la transformation d'une cellule normale en céphale, c'est une sorte de cellule responsable des cancers, n'est jamais la conséquence d'un seul événement. Et ça nous explique comment ça se forme dans le cœur, ces cellules-là, par rapport aux cellules saines, etc. Donc, vraiment, on a le côté un peu technique, mais qu'il faut savoir. Et on a en même temps, c'est assez touchant, parce qu'il y a la naïveté de Fiona, ça reste une ado, et on a son point de vue, et franchement, rien que pour ça, ce côté entre naïveté et puis information, il faut le lire, il est vraiment chouette. Voilà, Journal d'un cancer tabou. Ne t'inquiète pas, pour moi, c'est autre chose, c'est aussi un roman épistolaire, assez original. Pourquoi? Parce que c'est une maman et sa fille qui s'écrivent par post-it sur le réfrigérateur. Entre la maman et une fille. Et la maman est infirmière, donc elles ont des horaires décalés, donc en fait elles se croisent souvent, elles vivent toutes les deux. Et lorsque la maman tombe malade, le temps presse, mais l'espoir demeure. Et en fait c'est toutes les émotions, tous les sentiments, tout ce qui est vécu, tout ça c'est retranscrit sur les post-it. Et c'est une belle relation mère-fille aussi c'est triste, quoi. Bon, honnêtement, voilà, là, autant la maman va mieux, autant là, on comprend très vite que la maman, voilà, c'est pas ça. On est sur... les élèves l'adorent, ce roman, parce que ça se lit bien et qu'il y a beaucoup d'émotions. Et c'est juste... Voilà, c'est juste sur le fil, voilà, c'est pudique, c'est sur le fil, voilà, c'est juste un très très beau roman épistolaire. Il y a beaucoup d'humour aussi, et franchement il faut le lire pour ça, pour la relation mère-fille, mais aussi pour voilà, parce que ça parle de cancer et qu'encore une fois il faut pas que ça soit tabou. Donc vraiment super touchant. Là on a un côté un peu plus informatif, voilà, on est un petit peu moins dans l'émotion, mais quand même on est un peu dans la colère, parce que voilà, on met les points sur les i, il faut que ça pète un coup, il faut en parler. Là on est plus sur l'émotion et quelque chose qui va vous prendre aux tripes. J'ai versé ma larme, les élèves ont versé leurs larmes. Et il faut bien sûr le lire. Ça peut paraître simpliste, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, 2 livres à lire si vous voulez vous intéresser au sujet, et même voilà, si vous vous intéressez juste aux relations familiales et à la littérature de jeunesse. 19h18, ben oui, je vais retrouver mes enfants, ma petite famille, et je vais vous souhaiter un bon appétit. On va revenir demain en forme, 18h15 ou quelques minutes de retard, histoire de mettre tout ça en ordre. Merci d'avoir été là. Ceux qui sont venus pour la première fois, ou les autres, les piliers, les habitués. C'était trop sympa, et à chaque fois vous avez des mots bienveillants. Donc merci. On se retrouve demain. Bon appétit. Bonne soirée. À demain, 18h15. Bye bye. Je pars toujours en coup de vent, mais je file. Bye bye. À demain.